Alors Cyril continue son tour des auteurs du Festival du Polar. C'est la 20e édition, un bel anniversaire. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Dominique Format. Dominique Format, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici au Havre, alors peut-être pas au Havre, mais sur ce festival. C'est la première fois que je viens dans ce festival et c'est aussi la première fois que je mets les pieds au Havre. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, des fois vous êtes habitué à des halls d'exposition. Sur ce festival, vous êtes face à la mer. Elle n'est pas belle la vie ? La vie, elle est magnifique, surtout au Havre. Moi, je viens m'installer au Havre. Je vous préviens, hein. Dès que je trouve un peu d'argent, je m'installe ici. Alors en lisant votre fiche, j'ai vu que vous étiez vendeur de disques pirates et de droits de films érotiques. Sacré début. Oui, j'ai pas fait que ça. Hein, Non, mais oui, ça va. c'est ça. Oui, c'est. Ça intéresse les gens en général, ça. Oui, j'ai vendu des disques. J'ai vendu des disques pirates au début des années 80. J'en ai fait un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Scud. Et puis un petit peu plus tard dans les années 80, il y a eu cette époque où Canal+ était à la fois débutant et flamboyant. Et une des choses importantes à Canal+, à la fin des années 80, c'était les films de Marc Dorcel, les films pornographiques. Et j'ai rendu service, disons. Alors ensuite, il y a quelque chose qu'on va vous poser cette question. Vous étiez musique superviseur à Hollywood. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs que ça consiste à être musique superviseur ? Oui. Le music supervisor sur un long métrage est la personne qui a la responsabilité du budget qui a trait à la musique du film. Il n'est pas le compositeur, mais il engage le compositeur, il achète des droits d'exploitation de chansons qui seront utilisées dans le film. Il parfois aussi s'arrange pour monter un contrat qui permettra de sortir toute la bande-son du film. Et donc il a la responsabilité dans la post-production de tout ce qui a trait à la musique. Comment vous avez fait pour arriver là-bas ? Vous aviez une expérience Absolument aucune, si ce n'est vendre des disques pirates. Mais en fait, ça m'a été utile parce que je suis parti aux États-Unis. J'ai commencé à rencontrer des gens dans le cinéma, en démarrant au plus bas. Et donc j'ai passé 15 ans à Los Angeles. Et rapidement, les gens savaient que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, qui était un fondu de musique. Et donc sur un film, on m'a dit « Mais est-ce que tu ne veux pas t'occuper de la musique du film, de devenir le music supervisor ?» Donc j'ai fait ça sur un film. Le premier film sur lequel j'ai travaillé était un film avec Dennis Hopper et Wesley Snipes et qui s'appelle Boiling Point en 92 ou 93. Voilà. Stargate aussi. Et effectivement, 2 ans après, sur Stargate, j'ai fait de Roland Emmerich, j'ai été le music supervisor. Ouais. Donc on vous voit dans le générique. Si on regarde on regarde le DVD, est-ce qu'on peut voir Dominique Format En tout cas, pour le Boiling Point, c'est sûr. Pour Murder in the First, c'est sûr. Pour Stargate, j'ai été viré durant la fabrication du film. Donc, ils m'ont donné 60% de ce qu'ils devaient me payer, donc j'étais très content. Et je ne sais pas si mon nom est dans le générique. Franchement, je ne peux pas vous dire. Mais à vérifier. Mais enfin, voilà. Je vous valide que j'ai travaillé avec Roland Emmerich. Hein. Ouais. D'accord, en tout cas, félicitations. Alors, dans le polar, vous êtes arrivé plus tard. Et pourquoi avoir attendu si tard pour pouvoir se lancer dans la fameuse marmite du polar ? Parce que j'étais destiné, en vivant 15 ans aux États-Unis et en travaillant à Hollywood, je me sentais, ou je me croyais plutôt destiné à travailler uniquement dans le cinéma. Donc j'écrivais des scénarios et j'ai réalisé des courts-métrages, puis un long-métrage avec Jeff Bridges. Et je pensais que ma carrière allait se faire aux États-Unis. Les aléas professionnels et les aléas de ma vie privée ont fait que j'ai dû rentrer en France un peu en catastrophe en 2007 ou 2008. Et j'avais 50 ans. Et à 50 ans, j'ai eu du mal à rentrer dans le cinéma français. Tellement de mal que je n'ai pas pu y rentrer. C'est un milieu, en tout cas à l'époque, il était très très fermé, encore plus que maintenant. Et le hasard a mis François Guérif sur mon chemin. François Guérif, c'est le patron de Rivage, c'était le patron de Rivage, qui est aussi quelqu'un qui connaît très très bien le cinéma, qui avait vu mon film, qui avait beaucoup aimé mon film, qui a demandé à me rencontrer. Et en le rencontrant, je me suis aperçu que j'avais la possibilité peut-être de travailler avec cet homme si je me mettais à écrire des romans. Donc j'ai tenté la chance. C'est marrant, je viens juste de faire une interview juste avant. Ça fait 2 fois qu'on cite vous citez la même personne, François Guérif. Parce que c'est Malika
qui disait qu'elle allait dans la petite librairie en face de chez elle, une librairie d'occasion, et c'était lui le propriétaire de cette librairie avant sa carrière d'éditeur. Absolument, mais je crois que c'était vers la Trinité, enfin en dessous de la gare du Nord et de la gare de l'Est, sa librairie, à Paris. Mais vous savez, François Guérif a été et est toujours quelqu'un de très important pour beaucoup de gens dans le milieu du polar français. Et à l'heure actuelle, si vous avez le choix entre le cinéma et la littérature, Cinéma. pourquoi? Parce que je rêve de faire un deuxième film. C'est vrai? Oui, absolument, j'en rêve. Je pense pas que ça se fera, mais j'aimerais bien quand même. Alors parlez-nous justement de votre dernier roman. Alors le dernier roman qui est paru se nomme Manaus. C'est un roman à la fois de noir et un petit peu d'espionnage qui se passe en 64. À cette époque, Charles de Gaulle fait une tournée du sud des États-Unis, de l'Amérique du Sud, pardon. Et à cette époque, il y a un certain nombre de membres actifs de l'OAS qui sont réfugiés en Amérique du Sud. Donc le service secret français approche ces gens en leur disant « Vous n'essayez pas de tuer de Gaulle, sinon nous on sait où vous êtes et nous on vous butera ». Il y a quelques personnes qui sont trop récalcitrantes, on envoie une équipe s'occuper de ces personnes récalcitrantes. C'est le début de mon histoire qui se terminera à Manaus. Ça peut être le début aussi, pourquoi pas un film, ça peut être adapté au film, réalisé par vous-même. Chacun de mes bouquins, je pense, pourrait devenir un film si les producteurs se mettaient à lire des romans. Le message est passé, vous avez raison. Et vous avez d'autres passions? La photo, je fais beaucoup de photos. Et puis le cinéma toujours, en tant que spectateur. Je regarde beaucoup de films. Et vous savez qu'au Havre, je crois qu'il y a 150 films qui ont été tournés au Havre et ils continuent d'être tournés, notamment des séries. Parce qu'il y avait un livre qui était sorti qui vous disait qu'au Havre, il y a une lumière bien particulière. C'est votre avis? Écoutez, ce matin, comme je ne connais pas le Havre, ce matin je me suis levé à 7h, j'ai quitté mon hôtel à 7h pour pouvoir un peu me promener dans cette partie du Havre qui a été rasée et qui a été reconstruite et qui a cette architecture 50, début Perret, l'architecture Auguste Perret. Et la journée, la matinée était vraiment magnifique et donc il y avait déjà cette lumière avant 10h du matin qui est vraiment exceptionnelle et qui, je pense, on va avoir aussi en fin de journée les deux moments intéressants. Donc oui, je crois que c'est vraiment un lieu bien intéressant et idéal pour tourner. On a connu Le Cerveau, nous, on se rappelle de ces lieux, Le Cerveau. Et l'acteur qui a tourné le plus au Havre, c'est Michel Simon. Michel Simon? Oui. Ah d'accord, je ne savais pas. Ah voilà. Et vous avez d'autres projets, notamment, pourquoi pas, on voit aussi des gens qui se lancent dans la BD en tant que scénariste ou... Le hasard a fait que je n'ai pas encore croisé. J'ai essayé une fois, il y a ça 4 ou 5 ans, de faire une adaptation. Enfin, j'avais écrit une histoire qu'on voulait faire en BD. Ça n'a pas marché, mais pour le moment, voilà, on ne sait jamais, c'est un métier de hasard. Il faut rencontrer les bonnes personnes et à ce moment-là, il faut se mettre à avancer. Donc j'attends. Voilà. Alors les bénévoles de cette association Les Encres Noires fêtent leur 20e anniversaire. Vous avez, pour terminer l'interview, vous avez un message à leur passer? La première chose que je voudrais leur dire, c'est qu'on est extrêmement bien accueillis ici. C'est vraiment un délice de venir. Tous les salons, les gens font toujours un effort quand ils organisent un salon. Mais il y a des salons où tout de suite on se sent bien. Et comme si on y était, on venait depuis longtemps. Or c'est le cas ici. C'est ma première venue, j'ai l'impression d'être en famille. Donc vraiment, je leur souhaite longue vie et 20 prochaines années aussi brillantes que les 20 premières. Dominique Format, merci. On vous laisse avec vos lecteurs et puis on croise les doigts pour peut-être un prochain film aussi. On croise les doigts. Je vous remercie.